Salut à tous. Cette semaine, c'est bouclage de Tour de l'Atlantique. Au menu, coucher de soleil hypnotique, navigation au portant sous génois tangonais, balai de dauphin, on sort des thons et champagne. Bienvenue à tous sur la chaîne Sailing Horizon Catamaran. Je vous présente CC. Et moi, c'est JS. On a fait un choix qui va changer nos vies. C'était notre rêve, on en fera une réalité. On va se donner les moyens et apprendre toutes les compétences nécessaires. Boulot, maison, on va tout lâcher. Et c'est sur un catamaran qu'on partira autour du monde. On explorera tous les endroits dont on rêve. C'est cette histoire qu'on va vous raconter. Le départ est prévu en mai 2026. D'ici là, suivez tous nos préparatifs. Au lever du jour, le vent se lève et on doit s'atteler à tangonner le génois pour être efficace dans cette allure à 160-170 degrés du vent. On garde un bon rythme alors que le vent monte, passant les 20 puis 22 nœuds pour monter à 25. Là, alors qu'un gros ferry nous dépasse, il nous faut prendre un riz pour continuer à être confort mais aussi efficace. Complet. Donc on lâche la base du génois et puis on reprend ici. Alors je sais pas, tu reprends là maintenant? Ouais, je reprends. Je fous mes gants. Ça va m'envoyer un peu. Allez, hop. Le frein de baume, le frein, ouais, la retenue. On peut. Ouais, je pense que c'est bon. Ça ne gênera pas. Ok. On va faire essayer. Et alors là, donc la manœuvre, on part, on va l'offler. On va faire faciliter la GV. On va mettre la drisse GV au winch. Ouais. Et on va libérer doucement Ah ouais. la drisse. Et en même temps, on va tirer Récupérer le riz. ici. C'est celui-là. Ouais. Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Donc là, première chose, on note. Oh les dauphins. Ah ouais. Poli. Pas le moment les gars. Vous venez jouer quand on manœuvre quoi, sans déconner. Putain, poli quoi. Allez, donc là, c'est pas assez ok. Comment? Je l'offre encore un peu. Ouais. Ouais, un petit peu. Je suis là. And we're good. Sortir le génois. Mais juste en arrière. Ouais. On va le sortir doucement. Ouais. Et là il est pas mal. Je me dis quand c'est bon, c'est ok? Moi je suis prêt. Ok. Les dauphins nous avaient rejoints pendant la manœuvre. Ils sont encore là quand on a terminé. Et ils sont en pleine forme. C'est un festival de saut, un véritable show auquel on a droit. Allez, capé. Allez, hop là. Hop là. Ouais. Allez, ouais. Faut chaud les gars. Les dauphins, on en voit souvent en naviguant.
pourtant, c'est toujours aussi magique de les rencontrer. Je me dis que quand ils sont autant démonstratifs, c'est vraiment qu'ils veulent nous faire le spectacle, et j'adore. C'est le spectacle. Ah ouais, il fait le spectacle, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Putain, il y a un albinos, il y en a un tout blanc, regarde. Ah non, il nageait sur le fond. Il nageait à l'envers. Ah ouais. Ça y est, je me voyais en train de tailler des sashimi là. Ah. Avec le vent qui a baissé sur la fin d'après-midi, on décide de relâcher le riz pour la nuit. Fred reste au portant pour la manœuvre. Il me montre ainsi qu'il n'y a pas que la méthode académique qu'on peut appliquer quand les conditions le permettent. On laisse disparaître un soleil rouge et on enchaînera notre quart de nuit avec un vent qui reviendra bien et une bonne houle pas très rangée qui nous balancera toute la nuit. Le lendemain matin, on approche des Baléares et Formentera finira par se dessiner sur l'horizon. Vous avez vu ça? Limite à 6 nœuds dans le port. Ils sont larges les Espagnols. Tu vois? En long side là-bas. Ah ok. Ah bah c'est bon alors. Non. Tu vas en arrière ou tu vas? Non, face au vent. C'est bien. Fred a confiance. Il me laisse manœuvrer Bellatrix dans le port de Formentera. On y fera un petit stop avitaillement. Je remarque sur tribord quelques bateaux échoués sur la plage. Peut-être les derniers vestiges de la fameuse tempête qu'a essuyé l'île le 15 août 2024. On prendra une bouée dans un beau mouillage avec un départ programmé tôt le lendemain matin. En fin d'après-midi, nous atteignons Cabrera. Cette île réserve et parc naturel est magnifique. J'avais déjà ciblé cet endroit comme une étape obligatoire de notre futur périple et ce que je vois me conforte dans mon idée. Nous reviendrons ici en famille et avec Horizon. Pour l'instant, on fait juste un arrêt baignade, histoire de se rafraîchir, et nous repartons pour longer l'île. Ce soir-là, le coucher de soleil est une explosion de couleurs et on signera là le plus beau sunset de ce périple. Est-ce qu'on va manger des sushis?
Bon, Anso, elle a commandé un thon, hein. T'as pas le droit de le rater celui-là. C'est la dernière chance. C'est parti. Les gants. Ouais, un thon d'1,50 m, on va être bien emmerdé. Bon, après, ça va, on arrive donc. Ah, j'ai vu un. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est, il se bat. Ça y est, il se bagarre un peu là. J'ai vu un éclair, ouais. Là il vient, là il vient, là il vient, là il vient. Il est 10 mètres derrière. Ouais. Là il y a les bagarres. Ah, il est là-bas. Tu le vois? Oui, il est beau. Tu le vois pas? Il est là, il est là. Regarde. Ah oui. Ah si, il est pas mal quand même. Exact. Attends. Ah non, non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah, j'exagère. Aux Marseillais. Non, en fait, je voyais des gros éclairs, mais c'est l'effet de l'eau. Alors, on va arrêter là. Ouais. J'ai jamais fait ça. Bah, tu veux faire l'inverse? Prends le... Ah, tu le fais quoi? Tu prends pas en dessous et clac. Tu la reconnes. Oui, attends. Oui et non. Bon bah comme tu veux. Garde bien dessous. Magnifique. Alors c'est un blanc. Mon pied. Ouais. Bien pris. Magnifique. C'est un thon blanc. Alors je vous prends pendant mon quart de nuit. J'ai un quart de 22h à 2h30. Je suis relevé ensuite par Fred qui fait 2h30, 7h. Et à 7h je le relève et il peut aller se recoucher. Alors comment ça marche un quart de nuit sur Bellatrix? Bah, on est installé dans le cockpit avec un duvet pour se tenir chaud. Et on surveille l'AIS pour lequel on a des alarmes et si besoin on intervient sur les voiles pour affiner les réglages et ou hisser, rentrer, etc. Vu que la météo est assez calme sur cette dernière ligne droite pour le retour à hier, on est à la voile et au moteur. Et donc il n'y aura a priori pas assez de vent pour tourner uniquement à la voile et encore moins pour intervenir sur des rives ou des choses comme ça. Donc là j'ai ma tablette connectée en Wi-Fi avec l'AIS du bateau, ce qui me permet de recevoir sur Navionics les positions des autres bateaux. Et évidemment, Bellatrix est équipée d'un système d'AIS avec l'écran dédié sur lequel on peut configurer une alarme, ce qui est fait parce que l'alarme de la tablette et de Navionics ne sont pas très efficaces. Donc là on peut voir qu'on a un bateau qui est a priori qui semble assez proche, mais qui en réalité, l'échelle on la voit ici, c'est 2,2 000 pour cette section là, donc on est à peu près à 6000 nautiques de ce bateau, qui en plus, moi j'ai configuré Navionics pour que les routes des bateaux donnent leur direction et leur position à 30 minutes. Donc là le point, le bout de ce vecteur, c'est la position de ce bateau à 30 minutes avec la vitesse qu'il a actuellement.
Donc nos routes ne sont pas convergentes, on dit qu'on n'est pas en route de collision. Voilà, donc on a plusieurs bateaux, on en a un ici, un beaucoup plus loin. Disons que ce secteur-là est assez calme. Il nous reste 107 000 nautiques à couvrir. J'en profite pour montrer comment on calcule les distances. On appuie sur le compas, on prend un point, on le met sur le bateau. Donc ça va se déplacer avec nous. Et là, voilà, on est à 6,9 000 du bateau. Et si on veut faire ça avec notre point d'arrivée, hop, hier, port de hier, hop, ici, voilà, 107 000. Par contre là on voit que ma route n'est pas bonne et il faut que je reprenne un cap au moins 10 degrés sur tribord, ce que je vais faire. Voilà, donc à l'aide du pilote j'ai corrigé mon cap. Donc ça c'est dû aux déviations que nous donne le vent, le courant. Ça modifie notre cap et il faut régulièrement le corriger. Et je suis plutôt confortablement installé dans ce cockpit. C'est le dernier quart, donc je pense que psychologiquement c'est aussi beaucoup plus facile. Et globalement, ce que je pense des quarts, donc là on est deux, c'est assez difficile, ça fait des quarts qui sont assez longs. Bon après on a globalement pas eu de très grosses conditions. J'ai eu une nuit où on était à la voile avec pas mal de vent, il fallait gérer, il y avait une grosse houle aussi. Mais sinon bon, globalement ça va quoi, c'est plutôt sympa quoi. Après je pense que idéalement être 4 pour faire un quart pour une nuit complète, je pense que ça doit être très très confortable. Mais là même à 2 ça passe quoi. Après il faut avouer qu'il y a des zones comme celle-ci notamment où il y a très peu de trafic. Je pense que j'aurais pas trop de scrupules à faire des micro-siestes un peu à la façon des navigateurs sur les courses. C'est-à-dire que de toute façon je configure toujours une alarme sur mon téléphone pour toutes les demi-heures avoir une alarme qui sonne au cas où je piquerai du nez et ça, au moins ça me réveille, sachant que à une demi-heure là je fais le point et bon je sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger à une demi-heure, donc en faisant ça j'ai une garantie de ne pas avoir de pépins. Après je suis déjà dans le cockpit, s'il se passe quoi que ce soit, je me réveille, je l'entends, je me réveille et j'agis. Donc bon, moi personnellement je verrais pas de problème à avoir ce genre de sommeil. Pas de dormir complètement quoi, mais avoir ce genre de sommeil, à se réveiller régulièrement pour checker la IS, pour checker l'horizon et s'assurer que tout va bien. Voir un peu les données, du vent, reprendre le cap, etc. Voilà. Je trouve que ça a du sens. En tout cas, ça fait preuve de bon sens plutôt que quand on a des navigations qui sont beaucoup plus longues, plutôt que de s'user. Je pense qu'il faut savoir s'économiser pour être opérationnel quand il faut. Voilà, ça c'est juste mon avis sur la question. Au dernier matin, la Méditerranée est un lac. Le seul avantage, c'est que ça facilite les observations et je repère au loin ce qui semble être un rorqual. C'est le bruit du frein du moulinet qui s'affole qui nous sort de notre torpeur. Bis repetita. Ce qu'on prend, c'est qu'après, si ça s'ouvre. Ah oui, je le vois. C'est un ton, ça, je pense. C'est un ton. Ah, ça ressemble. Allez, on va pas mieux. Voilà, on va sortir.
Voilà. Alors, c'est qui le patron? Same, hein. Ah, La petite photo pour la postérité. c'est ça. Vidéo. Ah voilà, il est. Bon, j'ai perdu mon drone il y a quelques jours. Vous pouvez voir ça dans l'épisode précédent. Mais Fred se sent quand même de faire quelques images avec le sien. Je le chope? Ah, il faut que ça arrête. Tu veux y arriver? Ah, lui, s'arrête comme ça? Ouais, normalement, tous ils s'arrêtent comme ça. Ok. Putain, j'ai pas fait enregistrer. T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Putain, faut tout refaire. Merde! Alors on est à bord de Bellatrix, un voilier Dufours 425. Fred est son capitaine et je l'accompagne depuis 11 jours maintenant sur un trajet entre Albufeira et à destination de Hyères où on va arriver dans quelques heures. Pour moi c'est déjà 11 jours de navigation, mais pour lui c'est beaucoup plus parce qu'il revient d'une transat retour après un trip, un tour de l'Atlantique de presque 10 mois. Donc Fred, déjà parle-nous un petit peu de ton parcours à la voile, quoi. Déjà c'est la base. Ça fait longtemps que tu fais de la voile. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie à ce niveau-là, quoi? Moi je suis sur les bateaux depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé sur un Gypsy 28 avec mon meilleur ami et c'était son père qui avait un bateau à l'époque. Donc on a commencé à faire des petites naves côtières. Après première traversée en Corse, je devais avoir 9-10 ans. Et puis ça m'a toujours plu, ça m'a toujours trotté d'avoir mon propre bateau. J'ai eu l'opportunité vers l'âge de 30-35 ans d'avoir des parts dans un Oceanis 351, un bateau de 10,60 m sur lequel je me suis amusé en Méditerranée avec des parcours surtout en Corse. J'ai dû faire au moins une dizaine de fois des continents corse, Nord-Sardaigne, île d'Elbe avec cet Oceanis. Et après, j'ai navigué dans les Antilles sur ce même bateau, Bellatrix, qui était un bateau du club nautique de la marine de Toulon, au CNMT. Et il avait participé déjà à plusieurs transats, et là je l'avais rejoint sur un trip où ils allaient rejoindre l'Hermione qui arrivait dans le port de New York. Et le bateau était dans les Antilles, donc c'était l'occasion rêvée de pouvoir faire une petite navigation d'une dizaine de jours dans les Grenadines. Donc je suis parti sur ce bateau il y a 10-15 ans. Et jamais j'aurais imaginé un jour être propriétaire de ce bateau-là. Être le capitaine de ce même bateau. Être le capitaine de ce même bateau qui a été vendu aux enchères en fait. Ouais, c'est un bateau qui a vu du pays en fait. Combien il a de 2000 tu m'avais dit? Là on arrive à plus de 65 000 milles. Donc ouais, il a fait, là c'était sa 4e transat, aller-retour. Il a énormément navigué, c'était un bateau qui était à la disposition des membres du club de la marine de Toulon. Et donc voilà, il a été mis aux enchères en 2019, juste avant le Covid. Et au final, le Covid n'a pas arrangé les choses. Alors pour moi oui, mais pas pour la vente. Ils ont annulé la vente en 2019. En plus, je m'étais pas forcément positionné dessus. J'avais appris de la vente, mais donc ils ont réouvert la vente en 2020. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire une offre. Faut pas rater 2 fois l'occasion. Pas rater 2 fois l'occasion. Et offre sous clic acheté. Et voilà, donc la chance était avec moi. Donc j'ai eu le bateau. Il a fallu vite mettre en œuvre tout pour vendre l'ancien bateau. Trouver une place pour ce nouveau qui est beaucoup plus grand, puisque de 10,60 m je passe à 13 mètres. Ouais. 12,90 m. Et voilà, ça l'a fait en 3-4 mois. J'ai réussi à faire tout ça et une fois que j'ai eu ce bateau, j'ai eu qu'une idée en tête, c'était de le faire retraverser l'Atlantique et avec moi dessus quoi, cette fois-ci quoi. Ouais. Justement, tu reviens d'un beau périple, c'est un tour de l'Atlantique.
C'est un projet qui te tenait à cœur. Comment en fait t'en es venu à avoir envie de le faire? Ah ben moi ça m'a trotté dans la tête depuis des années. Même avant avec le premier bateau, je me disais bon ben allez un jour je partirai, un jour je vais faire ce petit tour. Déjà la première idée c'était d'aller dans les Antilles. Je savais pas si j'allais revenir de là-bas, peut-être revendre le bateau là-bas, mais l'idée c'était d'y aller. Et à l'époque, bon ben déjà au niveau professionnel, financier, etc., ça pouvait pas se faire. J'ai reporté, j'ai eu ce bateau, là je me suis dit ah, c'est carrément mieux pour faire un tour là, à 42 pieds, 425, donc plus confortable. J'ai dit bah ben voilà, là maintenant il va falloir concrétiser la chose. Et je devais partir en 2023, professionnellement ça n'a pas pu se faire, donc j'ai reporté la date à 2024. Et voilà, tout s'est aligné, j'avais toutes les chances de mon côté, et puis grosse préparation 2024, préparation du bateau, éolienne, les équipements de survie qui vont bien, les voiles, enfin toutes les réparations, révision moteur, etc. Et août 2024, départ avec une petite temporisation de 2 mois en septembre-octobre où il fallait que je revienne bosser. Et donc j'ai laissé le bateau aux Canaries, donc je suis descendu fin août, début septembre, Baléares, détroit de Gibraltar, Canaries. J'ai laissé le bateau à Puerto Calero pendant 2 mois et je l'ai retrouvé le 9 novembre pour vraiment pour la grande traversée en passant par le Cap-Vert. Ouais. On en a beaucoup parlé, ça a été une expérience forte. Tu n'as pas été épargné notamment par la météo. Qu'est-ce que tu retiens de ton trip, le meilleur moment et le moment le plus compliqué? Alors déjà, j'avais une angoisse de rentrer en Atlantique. C'était la première fois que je naviguais en Atlantique. Je connaissais bien la Méditerranée. On dit surtout que la Méditerranée est beaucoup plus compliquée à naviguer. Alors c'est vrai au final, avec le recul, parce que les vents sont plus rafaleux, une mer courte, une houle très courte, des périodes de 2, 3 secondes, 4 secondes, enfin c'est assez dur en navigation. Et quand j'ai passé le détroit, j'ai eu un peu la surprise d'un vent un peu plus stable, un peu plus constant, pas forcément moins fort parce que on a eu des bons 30-35 nœuds, même moyens, mais une houle beaucoup plus agréable, beaucoup plus longue. Ça bougeait quand même beaucoup, mais voilà, donc une traversée allée avec une houle arrière, 3/4 arrière. Donc assez inconfortable, 3 mètres, 4 mètres de houle pendant 14 jours là sur la traversée Cap-Vert Antilles. Après, ce qui a été le plus dur, ça a été la remontée de Saint-Martin vers les Açores, où on a eu une météo carrément défavorable avec du nord-est, nous obligeant à faire du nord complet vers les Bermudes, et un vent à 30-35 nœuds constants, des rafales à 45 nœuds. Voilà, et puis remonter au pré, donc ça a tapé fort, c'était grosse houle, c'était un mode de survie quoi, on va dire, dans le bateau pendant 11-12 jours quoi, avant d'arriver à récupérer les vents favorables qui nous ont amenés au-dessus des Bermudes, qui nous ont amenés vers les Açores. Mais ouais, ça c'était le pire moment, ça. C'était le pire moment, au final, je me suis rendu compte que les hublots, ils étaient pas si étanches que ça, donc ça coulait dans le bateau était trempé, ma cabine avant était trempée, lit trempé, on n'arrivait pas à bouger, à tenir debout, tout était compliqué, la tâche la plus simple, ne serait-ce que d'aller descendre, prendre un papier ou je sais pas, aller aux toilettes, c'était une expédition quoi, donc ouais, c'était très 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 dur, très dur. Et le meilleur moment du voyage? Alors meilleur moment en navigation, c'était les moments sous spi. Sous spi dans la Transat allée. On a fait quand même 5-6 jours de spi jour et nuit. On avait une météo vraiment favorable au tout début de la Transat. Et là, voilà, le bateau il glissait, il surfait au spi. Ça c'était magique avec les rencontres de dauphins, de baleines au loin, voilà, donc ça c'est magique quoi. Et puis à chaque fois qu'on voit des dauphins c'est magique quoi, donc c'est magnifique. Et puis après les Antilles, voilà, les Antilles, pareil quoi, hein, superbe navigation, des spots magnifiques, des plages magnifiques, plus belle plage pour moi à Barbuda,
plages de sable blanc sur des kilomètres. Nord Saint-Barth, une anse où on voyait tarpon, raies, tortues, barracuda. C'était un vrai aquarium quoi. Donc ouais voilà. Et t'as eu l'occasion un truc que je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui a l'occasion de le faire, ça, c'est de se retrouver toi seul, ton bateau, dans les Grenadines pour pour kiffer tous les deux, des moments de. Ah ouais. Ben en fait j'ai kiffé les moments tout seul, ça c'est sûr. Là, tu te rends compte qu'après au final tu peux le faire. C'est toujours un peu angoissant. J'avais pas fait quand même de grosses navigations solo. La première fois tu te dis il va falloir faire des quarts de nuit, il va falloir t'es tout seul, il y a des montées de rafale à 35, 40 nœuds, il faut gérer tes riz tout seul, c'est bon voilà, donc ça se fait quoi, hein, ça se fait bien. Et puis aussi au final gérer les galères quoi. Donc je me suis retrouvé en Dominique avec un problème d'hélice. Donc il a fallu rentrer au marin de la Dominique, ça a été un peu compliqué. Mais tu vois que ça se fait bien, voilà, faut pas paniquer. Puis de toute façon tu sais que t'es pas très loin non plus des côtes et de tout, et il peut rien t'arriver. Ouais, c'est clair. Si c'était à refaire, tu changerais quoi? Si c'était à refaire, je ferais pas le retour. je resterai là-bas. Je reste aux Antilles et je crois que je continue vers Panama et on fait le tour quoi. On fait le grand tour. Le grand tour, ouais. C'est clair. Ouais. Et justement, ça fait écho à ma dernière question. C'était un rêve que tu as accompli. Est-ce que du coup tu as checké une case et voilà, c'est terminé, ou est-ce que ça ouvre une porte vers de futures choses, et si oui, lesquelles? Ah non, ouais, ça ouvre une porte sur un tour du monde quoi, parce que première navigation en Atlantique, je la craignais, et puis puis ça se fait très bien. La traversée aller, c'est un rail, il n'y a pas de difficulté particulière. À part une erreur de manœuvre en rentrant le SPI où on est parti au tas, et là ça aurait pu être catastrophique en pleine nuit avec 25 nœuds de vent, mais bon, ça on passe. Mais sinon ça ouvre une porte forcément sur le fait de pouvoir faire bien plus loin quoi. On se dit au final même 40-45 nœuds, 6 mètres de houle, ça va, on a des a priori au début. On a peur, mais quand on est dedans, au final, on voit que ça passe, mais toujours en restant bien prudent, réduire quand il faut réduire, pas se remettre en danger, parce que ça sert à rien. Au final, on voit très bien qu'on peut naviguer avec 2 riz. En prenant 2 riz, on ira toujours à la même vitesse et on est beaucoup plus sécure quoi. Yes. Bon, moi je suis pas en régate à faire un Vendée Globe, donc je cherche pas la vitesse absolument quoi. Ouais, c'est clair. Donc l'expérience en fait fait sauter des barrières, fait tomber des barrières et tomber des a priori, et permet d'avancer. C'est ça, c'est le but de l'expérience en fait. Sortir de là en se disant voilà, je sais que ça passe, je sais qu'on peut y aller. C'est ça. Moi je suis plus serein quoi. Je suis quelqu'un qui a besoin de cette expérience pour faire les choses quand même. Je me sens, après il y en a qui sont différents, mais c'est vrai que ces années de navigation en Corse, Baléares, en Sardaigne, voilà, déjà ça m'a appris à naviguer tout seul aussi, parce que tout ce qui est manœuvre, j'avais voulu déjà savoir naviguer tout seul dès le départ. Dès que j'ai eu le premier bateau, il fallait que je me débrouille tout seul, et c'est ce que j'ai fait de suite quoi. Donc en Méditerranée ça passait bien. Atlantique, j'avais un peu cet a priori, alors c'était peut-être plutôt par rapport au quart, parce que je me disais si on prend des grains la nuit, etc., ça risque d'être fatigant tout seul, ça peut être fatigant. Bon, il y en a qui le font tout seul, hein. Moi j'étais rassuré d'avoir des équipiers à bord, mais au final, je trouve que l'expérience c'est énorme, ça enlève plein de barrières quoi. Et moi c'est ce qui va me permettre après d'aller encore plus loin. Bon, on se revoit bientôt peut-être sur un autre bateau. Peut-être que ça sera pas toi le capitaine, bon, on va pas spoiler, mais je suis sûr qu'on se revoit bientôt sur un bateau en tout cas. Ah j'adorerais continuer cette aventure, ouais. Allez, merci. Finalement, la Terre, notre Terre, se profilera devant nous. On sera même escorté un temps par un groupe de dauphins, et Fred aura le plaisir de terminer son périple à la voile, car même le vent se joindra à nous. Salut les gros.
avec beaucoup d'émotion que Bellatrix et son capitaine rentreront dans le port de Hyères, leur port d'attache. Les amis et la famille étaient là pour l'accueillir et il aura bien mérité sa coupe de champagne. Content de retrouver tout le monde, mais des envies de repartir plein les yeux. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour nous aider à développer la chaîne. Dans le prochain épisode, on reparlera du catamaran Lagoon 42 sur lequel nous avions des vues et on vous expliquera où on en est. Alors à bientôt sous de nouveaux horizons et d'ici là, bon vent à tous.